putain, j'en peux plus des haters, putain, les rageux, je me bouge, je tente des trucs, ok, je poste pas mal sur des réseaux, et je me prends des messages de haine, de mecs qui bouffent des chips sur leur canapé, qui ont rien à foutre de leur vie, putain, j'en peux plus. Ouais, mais attends, entre la critique et la haine, il y a un monde, non? C'est pas tout à fait la même chose. Alors, si on en parlait. Bon allez, on s'installe confortablement, et si vous aussi, vous voulez rejoindre la communauté de ceux qui pensent autrement, je vous laisse le temps du générique pour vous abonner, et liker la vidéo si c'est pas déjà fait. On va réfléchir ensemble. Liberté, chérie. Bonjour, très content de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent la version podcast, elle est ici. J'aborde le sujet encore plus en profondeur pour comprendre non seulement ce qu'on pense, mais pourquoi on le pense. Bon, depuis la naissance des réseaux, on entend répéter que les haters, ou les rageux en français, sont partout. Comme s'ils étaient une espèce malfaisante, née sur YouTube, Insta, ou pire encore, X, anciennement Twitter. On entend dire qu'il faut les ignorer. Parce que, comme moi tout à l'heure, on aime à répéter, de toute façon, ils font rien de leur vie. Ils passent leur temps à critiquer, ce sont des pauvres gens. S'ils étaient un peu plus heureux, ils perdraient pas leur temps à commenter. Toujours en mal d'ailleurs. Bref, le hater serait forcément un raté. Mais derrière ce mot, il y a un piège. Parce que subrepticement, on y a installé une idée très confortable. Celle qui insinue que celui qui agit a toujours raison. Et celui qui critique a toujours tort. Comme si publier, se montrer, produire, suffisait à être intouchable. Or, ce raccourci est dangereux. Parce qu'il tue le débat, dans l'œuf, avant même qu'il ne commence. Plus besoin de répondre aux objections. Tu dis haters, et c'est réglé. T'as gagné par forfait. On vit une époque où on glorifie l'action, pour l'action. Faut bouger, montrer, produire. Le culte du mouvement permanent. Mais si tu prends le temps de réfléchir, d'observer, d'analyser, t'es déjà suspect. Comme si penser, c'était perdre son temps. La philosophe Hannah Arendt distinguait la vita activa, la vie de l'action, et la vita contemplativa, la vie de la pensée. Aujourd'hui, la balance est complètement faussée. On ne jure que par la première. On oublie que la pensée est aussi une forme d'action. La pensée, c'est l'action invisible qui donne un sens à tout le reste. Jusqu'à peu, la critique était considérée comme noble. Socrate interrogeait. Diderot commentait les salons de peinture. Baudelaire écrivait des pages entières pour juger les artistes de son époque. En gastronomie, en cinéma, en littérature, ce sont les critiques qui ont fait monter le niveau d'exigence. Alors pourquoi, aujourd'hui, sur les réseaux, la critique est-elle devenue suspecte? Parce que tout va trop vite? Parce que tout se vaut? Plus le droit à l'analyse sérieuse? L'insulte, l'ironie, le sarcasme? Non. Dans le chaos des réseaux, on préfère tout balayer d'un mot. Haine. La confusion est volontaire. Celui qui réduit toute critique à une forme de haine n'a plus besoin de répondre. Il n'a qu'à te dire mais qui tu es pour juger? Mais la légitimité d'une critique ne dépend pas du CV de celui qui la formule, mais bien de la solidité des arguments. Et pourtant, ce sophisme fonctionne à chaque fois, parce qu'il flatte l'ego de celui qui est critiqué, ça le protège, ça lui évite de se demander si peut-être l'autre n'a pas raison. Ajoutons à cela la nouvelle religion des réseaux, la bienveillance obligatoire. En description, de plus en plus de vidéos, même sur YouTube, on peut lire merci d'être bienveillant dans vos commentaires. Tout message de haine sera supprimé. Bon, en gros, ça veut dire compliment accepté, contradiction interdite. C'est le monde des bisounours. Mais la vraie bienveillance, c'est pas de flatter. La vraie bienveillance, c'est de dire la vérité, même si elle dérange. La critique honnête est la forme la plus élevée de bienveillance. Et pire encore que le créateur qui s'insurge à la moindre déviance de son public, il y a les adorateurs. Ceux qui défendent l'œuvre comme s'ils défendraient leur propre peau. Si tu critiques celui qu'ils aiment, ils se sentent attaqués personnellement. Alors ils te disent mais si t'aimes pas, regarde pas, casse-toi, laisse-nous entre nous, nous on aime. Mais une œuvre forte n'a pas besoin de garde du corps. Elle est censée suffire à elle-même. Quand c'est sa communauté qui protège l'artiste à coups d'insultes, ça en dit plus long encore sur la fragilité de l'œuvre que sur la pertinence de la critique. On nous avait promis que les réseaux allaient tout démocratiser. Et c'est vrai. Tout le monde peut créer, publier, se montrer, cadrer, monter, réaliser, s'exprimer. Mais dans les faits, on a verrouillé la critique. Seules les figures légitimes auraient le droit de critiquer. Dans les magazines spécialisés, sur les plateaux télé, etc. Qui es-tu pour juger? As-tu la permission? Et comme le chantait Félix Leclerc, des signatures et des raisons? Un diplôme d'au moins une maison spécialisée? Non? Alors tais-toi. Les nouvelles technologies, Internet, puis les réseaux, ont permis à chacun de court-circuiter les gardiens du marché de la création. Les producteurs, les maisons d'édition, tout ce petit nombre qui décidait.
Chacun peut désormais trouver son public. Musicien, écrivain, humoriste, reporter, vlogueur, podcasteur. Mais le spectateur, lui, il n'a pas le droit. Il doit liker ou se taire. On lui demande de consommer, d'applaudir, de partager, mais surtout de ne pas penser trop fort. Résultat, on a remplacé l'ancien système élitiste par un nouveau qui lui ressemble beaucoup. Avant, c'était les éditeurs, les producteurs. Aujourd'hui, ce sont les créateurs eux-mêmes et leurs fans. Alors, que faire pour réhabiliter la grandeur de la critique? Peut-être qu'il suffit d'être honnête avec ce qu'on produit, d'avoir la capacité de contre-argumenter, plutôt que de balayer d'un revers de la main tout ce qui ne va pas dans le sens attendu. Le bon sens, celui du créateur. Pourquoi l'esprit critique a-t-il de moins en moins droit de citer? Pourquoi celui qui critique devrait-il faire mieux que celui qui critique? Car c'est ce qu'on te dit. On te dit si tu critiques, et toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as pas le 10e de la carrière du mec que tu critiques. Donc, sois gentil, ferme-la, t'es qu'un jaloux. Accepter la critique, apprendre à argumenter, écrire un manifeste sur ce qu'on pense, sur ce qu'on croit. Voilà une démarche noble. Une démarche qui, quand elle est sincère, permet d'être challengée, confrontée à la contradiction. Ouais, ça demande de l'honnêteté intellectuelle. Oui, ça pique. Mais c'est la seule voie pour progresser. Parce que la critique, c'est le miroir qui renvoie à celui qui te traite de hater ce qu'il ne veut pas voir lui-même. Et ce miroir l'élèverait sûrement bien plus que 1000 likes et 150 commentaires élogieux. Celui qui refuse la critique choisit le confort de l'illusion contre l'inconfort de la vérité. Et dans un monde saturé de spectacles, c'est peut-être la critique qui nous rattache encore au réel. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous rappelle que la version podcast est disponible ici et je vous remercie de m'avoir écouté.